Et bienvenue à tous dans ce cinquième podcast. Ah non, c'est le sixième en fait. J'avais complètement zappé. Je suis en compagnie de le circadien, Dylan. Comment ça va, Dylan? Ça va très bien, en pleine forme. Et toi? Ah, bah super. Bah moi, écoute, comme d'hab, hein. Bon, je sais pas si tu connais un petit peu la formule, mais on va d'abord commencer un petit peu par une présentation. Ça va être un petit peu tes petites 5 minutes ou ton petit quart d'heure pour savoir un petit peu comment t'en es arrivé là, comment tu t'es intéressé, euh, pourquoi t'as fait ce compte Instagram, etc. Donc voilà, dis-moi tout, tout est à toi. Bah, écoute, c'est une longue histoire, je dirais que ça a commencé il y a à peu près 8 ans, et en fait tout a commencé, le déclic ça a été, à mes 18 ans en fait quand il y a eu, le décès de mon père, qui s'est suicidé et du coup en fait ça a été le l'événement un peu déclencheur. Suite à ce décès en fait j'ai passé un an, à faire n'importe quoi au niveau alimentation, santé. Donc c'était, cigarettes, chicha, kebab, enfin tu vois les soirées entre potes avec l'alcool et tout ça. Mhm. Et puis après j'ai emménagé dans le sud, à Marseille et là j'ai voulu me remettre en main parce que j'étais malheureux, je me sentais pas bien, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de ma vie concrètement et du coup j'ai commencé à me reprendre en main tout simplement en faisant du sport et en fait c'est un ami, mon meilleur ami qui m'a proposé, comment on appelle ça? Un truc en ligne, un programme de sport en ligne à suivre. Je sais pas si tu connais, Insanity? Ah si, ça me dit quelque chose en plus. Ouais, c'est un truc de cardio, ultra intense. C'est des Oui, séances de 1 heure qui te cassent en deux exactement, ouais. et en fait, j'ai commencé à faire ça pour le délire, tu vois? Je me suis dit: «Allez, une petite séance, par jour et tout» et puis au bout de quelques jours, bah, tu commences à te sentir mieux et du coup, bah, tu commences à manger un petit peu mieux. Je commençais à me faire des bols avec du fromage blanc et des bananes. Je commençais à faire un petit peu plus attention, je me suis senti, en meilleure énergie, en meilleure forme, plus de motivation, meilleure humeur et puis après, à la suite de ça, j'ai commencé à me dire: «Tiens, je vais me lever un peu plus tôt». Parce qu'à l'époque, j'étais au lit à 4 heures du matin, je me levais à 14 heures, tu vois? C'était vraiment, Hmm. le rythme de vie totalement décalé et puis du coup, je me suis imposé un truc, c'est: «OK, bah, maintenant je me lève à 7 heures du matin, je me prends un bon petit déj et puis je commence ma séance de sport une fois que j'ai digéré donc de 2-3 heures après». Et du coup, ça a commencé comme ça, donc bah, après ces 2 mois, parce que le programme il durait 2 mois. Après ce programme, mon physique il a complètement changé. J'avais perdu, bah, du gras, j'avais bien séché, j'avais pris un petit peu de muscle et puis, je me suis dit: «OK, bah, j'ai pas envie de m'arrêter là, qu'est-ce que je peux faire?» Je me suis inscrit dans une salle de sport. Donc là, j'ai commencé la musculation, j'ai commencé à regarder des comptes, à suivre des comptes, tu sais, de Go Muscu. Mhm. J'ai commencé avec le fameux Thibaut InShape où, Qui je n'a faisais, qui n'a pas commencé avec lui? eh ouais, la base. Et du coup, bah, mes repas, c'était, riz, dinde, haricots verts, enfin, tu vois, le classique. Mhm. Je commençais à acheter des compléments, sur MyProtein et tout ça. Je suivais aussi, Nassim Saïdi qui est un excellent youtubeur sur la musculation, Rudy Koya, enfin tous les go muscu un petit peu. Mhm. Et puis après, j'ai changé un jour de salle de sport et puis, je parlais à un coach et il me parlait justement d'un livre qui s'appelle Gilles Lartigot, un livre de Gilles Lartigot qui s'appelle Hit, je sais pas si tu connais? Oui, je vois qui c'est. Tu iras voir un peu, bah, d'ailleurs j'ai fait un podcast avec lui, Gilles Lartigot, il est l'auteur de 2 livres, Hit et Hit 2, où en fait il dénonce un petit peu ce qui se passe dans les abattoirs, l'alimentation toxique de notre société moderne Ok. et en fait en lisant ce bouquin, j'ai reçu une grosse baffe dans la gueule et je me suis rendu compte que tout ce que je mangeais en fait c'était de la merde quoi. Il y avait des pesticides, il y avait, des antibiotiques, des médicaments, enfin rien de bon. Du Mhm. coup je suis passé du jour au lendemain avec ce bouquin végétarien, donc j'ai coupé les viandes. J'ai revu un petit peu mon mode alimentaire, j'achetais tout en magasin bio. Donc mon budget, il a un petit peu éclaté parce que, bah, tu passes direct en magasin bio, tu sais pas trop comment, combler, les protéines. Tu dis: «Putain, mais je vais les chercher où maintenant mes protéines?» et cetera. Du coup, j'ai perdu beaucoup de poids, fonte musculaire aussi. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais pas assez de connaissances en nutrition et j'ai pas su, en fait, compenser, bah, mon déficit en protéines et l'apporter de manière optimale. Et je me rappelle, je crois que mes protéines, c'était quoi? C'était des œufs et par semaine, je m'achetais 500 grammes d'amandes et 500 grammes de noix de cajou, tu vois? Parce qu'il y avait des protéines dedans. D'accord, ok. Donc c'était vraiment pas optimal, quoi. Je me rappelle plus trop des compositions des repas, mais en tout cas, je me rappelle de ça
Et du coup, en fait, j'ai un peu tâtonné, tu vois, donc j'ai connu le végétarisme, donc du coup, et puis le fait de l'importance de manger bio aussi par rapport aux pesticides et à la qualité des aliments. Et après, j'ai connu Herbalife Nutrition. Je sais pas si tu connais ce MLM. Un marketing de réseau en fait où on vend bah, principalement des protéines en poudre. Enfin, pas des protéines, c'est des petits déjeuners multivitaminés, de l'aloe vera, du thé, enfin des compléments quoi, des compléments naturels, hein. D'accord, ok. Même si c'est chimique, hein, on te dit oui, c'est naturel. Et puis en fait, j'ai fait cette activité pendant 2 ans, donc j'ai vendu ces produits, etc. Ce qui m'a permis encore de développer mon côté relationnel, mon côté, puis d'en apprendre davantage sur la nutrition et sur moi-même. Et puis, j'ai arrêté, ça a duré à peu près 2 ans et j'ai arrêté en fait le jour où justement avec Herbalife, on a été exposant dans 2 salons du bien-être à Lyon et en fait dans ce salon du bien-être, on était vraiment les seuls exposants qui parlaient en fait de compléments d'alimentation et c'était un truc vraiment de spiritualité. T'avais avais, des chamans, des médiums, lithothérapeute, hypnothérapeute, pratiquant de Reiki, de Shiatsu, et cetera. Et moi, je connaissais pas du tout ce monde-là, tu vois? J'en avais jamais entendu parler. Et en fait, j'ai fait des séances avec un chaman, j'ai été voir une médium, et là, j'ai pris une baffe dans la gueule. J'ai dit: «C'est quoi ce monde-là?» Enfin, il s'est passé des trucs, tu vois? Avec le chaman, et cetera. On m'a dit des choses sur moi qui se sont avérées vraies. Et du coup, à la suite de ça, bah, grosse remise en question. J'ai arrêté mon activité parce qu'au fond, je savais que c'était pas ça qui me correspondait. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas au fond de moi et du coup, j'ai arrêté tout ça. Grosse remise en question et puis généralement quand on s'ouvre à la spiritualité, il y a toujours cette phase de remise en question où tu dis: «C'est quoi le sens de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi?» Et du Mhm. coup, il y a plein de choses que tu lâches et puis tu commences un petit peu à te chercher donc bah, je suis allé plonger dans des bouquins de spiritualité et puis, j'ai commencé à me tourner plus vers le naturel en ce qui concerne l'alimentation, le sport et cetera. Donc là, j'ai découvert, hem, l'hormèse, les pratiques de l'hormèse avec l'exposition au froid, les bains froids, la Exactement, ouais. respiration. J'ai connu la respiration Wim Hof, le biohacking aussi, cette notion de biohacking. Donc j'ai commencé à me faire des bulletproof coffee. Je sais pas D'accord. si tu connais, c'est un café où tu mets du beurre avec de l'huile de coco et en fait, Ouais, la combinaison de la caféine avec les graisses, saturées, te c'est donne un gros saturé. boost au niveau cérébral Ouais. et donc voilà, j'ai commencé à faire du jeûne intermittent et cetera et du coup, bah, c'était un renouveau, quoi. J'ai vraiment découvert ces approches, ça a changé mon énergie et puis petit à petit, bah, forcément avec toute l'expérience que j'ai acquise, tous les bouquins que j'ai achetés, j'avais même acheté quelques petites formations en ligne et cetera. Bah, à un moment donné, tu as envie de le transmettre aux autres, de ton changement de vie, de dire: «OK, je suis passé de cet état de mal-être à cet état de je sais pas, de tout est optimisé». Bah, du coup, j'ai commencé à vouloir en parler et du coup, bah, j'ai commencé à en parler plus, davantage sur Instagram. Alors mon compte Instagram existe depuis bien longtemps. J'avais Instagram depuis que je faisais Herbalife. Donc après ça a modifié, tu vois? Ça a évolué au fil des années et puis après j'ai eu envie de faire une chaîne YouTube donc bah, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube et cetera et puis récemment, on va dire, ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé à faire des podcasts aussi et à faire intervenir des naturopathes, des médecins et cetera. Ok. Donc voilà un petit peu mon parcours de vie. Ouais, donc assez atypique en vrai comme parcours. Tu vraiment, bougé, explosé, mais de partout en fait, dans tous les sujets différents, que ce soit alimentation, que ce soit sport, que ce soit spiritualité. T'as vraiment, j'ai l'impression que t'as vraiment une montagne russe en fait de changements au niveau de ta vie. Ça a dû faire drôle en vrai quand même. Parce que tout ça, c'est condensé sur combien d'années en tout du coup? Sur 8 ans. Sur 8 ans, OK, ça va, ça reste quand même Ouais. une assez longue période, mais c'est vrai que sur 8 ans, c'est quand même assez impressionnant en vrai, hein. Franchement, bien joué, hein, Dylan. Bah, tu vois pas le temps passer en fait quand tu vois, même là, le fait d'en reparler du coup, de me remémorer tout mon parcours de vie, je me dis: «Waouh, franchement, il s'en est passé des choses», tu vois? Et finalement, un truc qui est très intéressant aussi, c'est que quand tu regardes après, tu te retournes dans ton passé et que tu regardes un petit peu, bah, tout le fil conducteur en fait, ça me fait penser à la citation de Steve Jobs qui dit:
on connecte les points à la fin de l'histoire. Et tu vois, il y a cette notion un petit peu de spiritualité où en fait on te dit, en fait tout est connecté, tu vois, tout a un sens. Si j'ai Ouais. rencontré telle personne à tel moment, ça m'a amené là, et puis ça m'a amené là, et puis j'ai découvert ça, et puis ensuite je suis devenu comme ça. Et en fait, tu as l'impression que tu... Enfin, après, c'est peut-être un biais cognitif de dire, ok, tout était écrit, il y avait un destin, quelque chose, quelqu'un m'a mis sur le bon chemin au bon moment, ou alors c'est juste du hasard. J'en sais rien. Moi, personnellement, mon point de vue, c'est plutôt que quand tu sais, c'est cette phrase dans L'Alchimiste, je sais pas si tu as lu le roman L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui dit en fait, quand tu désires vraiment quelque chose, tout l'univers conspire pour t'aider à atteindre ton désir. Ouais, Et je en vois fait, le je style. crois que quand vraiment tu as un désir, quand tu fais les choses avec une bonne intention, que tu es aligné, que tu es dans l'authenticité, dans la spontanéité, ben en fait, il se passe des synchronicités, tu t'attires des rencontres, des choses, des événements qui vont venir dans ta vie et qui vont t'aider justement à cheminer en fait vers ton but. Bah, je pense aussi que ça amène surtout une certaine, tranquillité de l'esprit et une certaine tranquillité de vie, en fait, de se dire surtout que, bah, les choses arrivent, les choses sont telles qu'elles sont, en fait. Il y a pas vraiment de tu vois, il y a pas vraiment de pensée négative, en fait, qui rentre dans ton esprit à ce moment-là. Je pense que tu es assez, vraiment tranquille de te dire: «Bon, bah, voilà, c'est comme ça et puis, je suis content que ça se soit passé comme ça et pas autrement». Je pense qu'il y a vraiment ce côté un peu, assez calme, assez cool justement dans cette réflexion de vie que tu viens d'expliquer, je pense. Exactement, exactement. Et en fait, il y a ce truc, enfin en tout cas moi je le ressens comme ça, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, je me dis, enfin j'ai pas la crainte du futur en fait. Je me dis: «De toute façon, ça va bien se passer», tu OK, vois? ouais, je vois. Ouais, je vois vraiment le Et du coup, style. il y a cette espèce, comme tu dis, de tranquillité d'esprit de dire, bah, en fait, à partir du moment, et ça c'est le plus important, à partir du moment où tu es aligné avec tes valeurs, que tu fais les choses sans nuire aux autres, avec une bonne intention, avec une pureté, une transparence en toi, et ben en fait, pourquoi tu veux t'inquiéter de quoi que ce soit? Parce que bah, tu sais que tu fais du mal à personne, tu sais que tu es authentique avec toi-même et avec les autres. Et à partir de ce moment-là, bah, certes, il y aura toujours des galères dans ta vie, c'est pas, voilà, tout va pas être beau et rose, mais il y a cette espèce de tranquillité, cette paix de l'âme, cette tranquillité de l'esprit qui fait que moi j'ai une confiance en l'univers en fait. J'ai confiance en ce qui va m'arriver. Et quand je vois tout ce qui m'est arrivé dans la vie, notamment la perte de mon père, et que je m'en suis relevé, que j'ai utilisé ça comme tremplin. Du coup, là, pour le coup, on peut parler de résilience et d'antifragilité, tu vois? Bah, je me dis: «Mais mec, j'ai vu mon père, enfin, je l'ai retrouvé, tu vois, dans sa chambre, suicidé. Je m'en suis relevé, la personne que je suis devenu aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut me faire tomber?» Ouais, Et je c'est pour vois. ça que j'ai acquis cette espèce de confiance en moi, et cette confiance en la vie qui fait que j'ai beaucoup moins peur, je suis beaucoup moins, anxieux par rapport, au futur, tu vois? Bah, c'est le mieux de toute façon parce que ce soit pour ton niveau de stress, ton niveau de cortisol, même, tu vois, j'étais vraiment d'accord sur ton côté de notion de pureté en fait. Vraiment cette notion de pureté, de contact avec les gens, d'être vraiment pur, d'être vraiment soi-même, je pense Ouais. qu'elle est vraiment assez importante. Mais en vrai, du coup, ça nous amène. T'as pas mal introduit, je pense, le premier point, qui est un petit peu la spiritualité. En vrai, On est en plein dedans là. ouais, ouais, franchement, tu l'as super bien introduit. Mais justement, en fait, au niveau de la spiritualité, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses, en fait, que les personnes pourraient faire un petit peu pour développer leur spiritualité? Parce qu'en fait, en général, quand on pense spiritualité, les gens souvent, ont peut-être pas vraiment cette notion du sujet de spiritualité qui est vraiment extrêmement vaste. Souvent, on rattache ça souvent un petit peu à la religion, la spiritualité, que ce soit Dieu, un petit peu, l'univers, la nature, des choses comme ça. Mais toi, t'en penses quoi un petit peu sur, sur ce sujet de la spiritualité, en fait? Au niveau des pratiques, du développement personnel, des choses comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Alors le mot spiritualité, c'est encore un mot fourre-tout aujourd'hui, qui veut tout et rien dire malheureusement. Mmh. Un peu comme le terme de développement personnel. Et tu sais, dès qu'on dit spiritualité, on va penser, aux pierres précieuses, à la lithothérapie, au Ouais, yoga, à la méditation, exactement, ouais. tu sais, au baba cool qui a des dreads et qui fait du henpan, C'est le exactement gars ça. qui est le mec, tu sais, qui est vegan, qui mange que du tofu parce que, manger de la viande, c'est mal, et cetera. Et en fait, je pense que la spiritualité, c'est rien de tout ça. Ça, c'est vraiment des clichés.
D'accord. et la spiritualité, c'est juste être connecté à quelque chose de qui nous dépasse, en fait, tu vois? Par exemple, moi, comment je peux incarner ma spiritualité, Mmh. c'est de me rattacher à la nature. Moi, j'ai vraiment ma valeur numéro une, c'est la santé, c'est être connecté avec la nature et vivre, au rythme de la nature, en OK. harmonie avec elle. Et ça, c'est Ouais. un truc qui me dépasse, la santé humaine, enfin, comment fonctionne ma physiologie, la nature, les cycles de la nature, ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Mais c'est quelque chose qui me transcende, que j'ai envie de me connecter, tu vois? Et c'est la spiritualité, ça peut être pour quelqu'un, de la musique, par exemple. Tu vois, de rentrer, je sais pas, faire du piano et rentrer en transe en jouant de la musique. Ça peut être de faire un art, ça peut être, de s'occuper des animaux. Il y a chacun, en fait, incarne sa spiritualité comme il en a envie et je pense que la spiritualité, c'est déjà, je pense, être aligné avec ses valeurs. Tu vois, déjà, quelqu'un qui est aligné avec ses valeurs et qui les incarne et qui les vit au quotidien, qui connaît ses valeurs, sa hiérarchie de valeurs, je pense qu'il incarne déjà une spiritualité parce que spiritualité, c'est quand même être, on en revient à ce qu'on disait, c'est être transparent envers soi-même et envers les autres, tu vois? Mmh. Et ce truc d'authenticité et après pour moi, ça vient en dernier, tout ce qui est aspect religieux, croire en l'univers, en Dieu et tout ce que tu veux, quoi. Ouais, donc toi, en Donc moi, fait, c'est vraiment ce truc-là d'être, rattaché à quelque chose qui nous dépasse, qui nous inspire, tu vois? ouais, je vois. En fait, toi, justement, tout ce qui est côté un petit peu Dieu, univers, tout ça, tu le mettrais vraiment en dernier et tu penses que c'est beaucoup plus, exactement comme tu le disais, de se rattacher un petit peu à ce qu'on veut, que ce soit de la musique ou que ce soit autre chose. Vraiment une sorte d'épanouissement intérieur, en fait, si je peux dire ça. C'est un petit peu ça comment tu le décris, toi, la spiritualité. Totalement, c'est l'épanouissement intérieur. C'est Par ça? contre, on peut être, épanoui intérieurement en mettant la religion en premier ou en mettant le Dieu en premier. Ça dépend des valeurs de chacun, tu vois? Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ça dépend d'un point de vue de beaucoup de personnes, mais c'est vrai que la spiritualité, c'est beaucoup plus complexe pour une certaine personne. Je pense qu'en fait, la plupart des personnes, quand on leur parle de spiritualité, je pense qu'elles arrivent même pas vraiment à le décrire, tu vois? Je pense qu'elles arrivent même pas vraiment à comprendre pourquoi justement elles ont tant d'épanouissement comme ça, pourquoi elles ont tant de compassion, de gratitude, d'amour en fait envers elles et envers les autres. Je pense que ça doit être assez complexe en vrai quand même de pouvoir expliquer ça. Toi en fait tu penses vraiment que la religion c'est vraiment qu'une partie infime de la spiritualité justement? Bah, encore une fois, ça dépend des valeurs de la personne, tu vois? Une personne qui est croyante, qui a été, qui est née dans la religion et qui place, par exemple, Dieu en premier. Dès qu'elle se lève le matin, le premier truc qu'elle va faire, c'est la prière, se connecter à Dieu et bah, ça, c'est sa manière d'incarner la spiritualité, tu vois? Mmh. Et après, encore une fois, la prière, tout ça, ça dépend, c'est propre à chacun. Mais pour moi, je fais vraiment la distinction entre spiritualité et religion. Parce qu'aujourd'hui, la religion, pareil, c'est un peu galvaudé. Tu regardes la religion, c'est beaucoup basé sur la dualité, le Mmh. bien, le mal. Il faut faire ça pour éviter d'être puni. Et pour moi, la religion, c'est plus un dogme qui a été créé pour contrôler les gens, en fait. Tu vois? D'accord, OK, tu le Pour vois leur implémenter la peur dans leur esprit en leur disant: «Attention, si tu agis pas bien, tu vas aller en enfer. Il faut que tu agisses comme ça. Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu donnes de l'argent, il faut que tu fasses ceci, ceci, cela». Ça pour moi, c'est pas de la spiritualité, c'est du contrôle, c'est de la manipulation. d'accord, OK. Donc après après la religion, tu peux la par exemple, moi j'adore, j'ai encore je prends des aspects de la religion. Je lis régulièrement la Bible, quelques passages qui m'inspirent. J'adore les enseignements de Jésus, quelques citations de Jésus que je trouve très puissantes. Il m'arrive aussi des fois de me connecter à Jésus, à son énergie, à le visualiser parce que pour moi c'est quelque chose c'est un symbole très fort pour moi et pourtant je suis pas du tout religieux, je suis pas chrétien, je fais pas la prière, je suis pas religieux à proprement parler, tu vois? Mais j'implémente de temps en temps ce côté un petit peu religieux, ce côté christique qui m'attire. Même comme tu l'as dit justement, je pense qu'il faut faire la part des choses, un petit peu au niveau des religions dans la spiritualité justement comme tu l'as dit. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, assez pur en fait dans les religions à je pense tirer le meilleur de Exactement, ça. ouais. Et je pense vraiment que ça peut aider même des personnes justement qui sont athées ou autres, ou des personnes d'autres religions justement, je pense, s'intéresser à ça, je pense que ça peut être assez intéressant.
Ça et Ouais, puis, comme tu le dis, je pense que dans la Bible aussi, il y a pas mal de passages aussi qui sont en fait, la religion, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Ça englobe des sciences, ça englobe de l'histoire, ça englobe on va dire que c'est vraiment le livre où tu as vraiment tout dedans, quoi, tu vois? il y a tous les enseignements. Ne serait-ce que le pouvoir d'effet placebo, le pouvoir de l'esprit sur le corps. Mmh. Quand Jésus, il dit à quelqu'un, à un lépreux ou un aveugle qui dit, «Lève-toi et marche» ou, «Va, ta foi t'a guéri». Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas Jésus qui l'a guéri, c'est la croyance de la personne que Jésus a le pouvoir de guérir qui l'a guéri. Donc en fait, la personne, elle s'est auto-guérie. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète, Mmh. tu vois? Ouais, Demain, je vois. tu Jésus qui arrive en physique devant toi et qui te dit: «OK, je te guéris». Tu vas tellement croire en la puissance de Jésus que par effet placebo, tu es capable de t'auto-guérir. Et ça rejoint un petit peu les travaux du docteur Joe Dispenza, je sais pas si tu le connais? Et pour ceux qui nous écoutent, je les invite à aller regarder un petit peu ses livres. Il a écrit 3 livres en français, dont un qui est en anglais. Mmh. Et en fait, il parle beaucoup du pouvoir de l'esprit et les personnes qui dans ses workshops, dans les méditations qu'il enseigne, il y a des personnes qui font des rémissions spontanées. Une tumeur qui disparaît après une méditation. Des personnes qui marchaient plus, qui peuvent remarcher. Des aveugles qui retrouvent la vue par effet placebo. Donc, ouais, il y a cette puissance qui sont enseignés dans la Bible. Et puis tout plein de trucs, hein. Il y a des choses, enfin, il y a même des trucs prophétiques que tu lis dans la Bible et qui sont en train de se produire aujourd'hui, tu vois. Mmh. Donc, pour moi, c'est encore flou pour moi. Je me dis, mais qui c'est qui a écrit ça? Est-ce que c'est déjà déterminé? Enfin, c'est des questions que j'aurais peut-être jamais la réponse. Ouais, je vois. Mais par contre, c'est super intéressant le fait que tu dit que la méditation, ça peut justement guérir des choses d'une certaine manière, parce que justement, j'avais lu que ça augmentait justement le système immunitaire. Ça stimule en fait la production de cellules immunitaires, la méditation. Donc, c'est super intéressant de ce point de vue-là aussi de voir à quel point tu peux guérir ton corps avec bah, justement pas de médicaments, pas de docteur, pas de choses comme ça, juste en faisant des choses, naturelles, si je peux dire ça comme ça, même si toutes les choses naturelles ne sont pas forcément bonnes à prendre, tu vois? Il y a certaines plantes qui tuent, hein, tu vois? Il y a des plantes, c'est du Ouais. poison, donc c'est vrai que moi, j'aime bien aussi faire un petit peu la part des choses entre, bah, tu sais, ceux qui ont ce discours où, bah, «Oh, il y a pas de problème, faut prendre des médicaments, vous pouvez prendre, du produit Becel, vous pouvez boire, de l'eau du robinet où il y a, 25 000 conneries». Et puis d'un autre côté, j'aime pas trop non plus, forcément les gens qui disent: «Bah, faut être complètement naturel, faut être à 100 naturel, faut prendre des choses naturelles et tout». Mais tu sais, ces gars-là, à un moment donné, ils vont manger un truc cru, ils vont choper, une merde, tu vois? Faut faire, je Mmh. pense, faut faire un petit peu quand même cette part des choses, aussi, des choses naturelles. Mais c'est vrai que voir que tu peux guérir ton corps, en fait, avec ta propre, pensée, on va dire, ton propre cerveau, parce que le cerveau, c'est quand même super, super puissant comme organe. Donc ça franchement, c'est franchement super intéressant. Si tu as autre chose à dire dessus, je sais pas si tu approfondi le sujet, mais franchement, c'est assez intéressant. Bah, je me suis beaucoup intéressé à l'effet placebo, au pouvoir de l'esprit sur le corps avec les Mmh. travaux justement de Dr Joe Dispenza, de Bruce Lipton. Et pendant un an, tous les soirs, je pratiquais les méditations du Dr Joe Dispenza OK. pour justement, rééquilibrer mes centres énergétiques et tout ça. Enfin, c'était des méditations assez spécifiques pour activer la glande pinéale. Et ouais, après, bon, j'ai pas fait de guérison spontanée ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas de problème en particulier. Mais en tout cas, la méditation, j'ai commencé à mes 17 ans, donc ça fait 11 ans, ouais, que j'ai commencé la méditation. OK, ouais. Et pour moi, c'est un peu mon garde-fou, tu vois? Je me demande ce que je serais de qui je serais si j'aurais pas pratiqué la méditation. Et la méditation, c'est vrai que et surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, la méditation, je dirais que c'est essentiel parce que ça te permet de faire un retour sur toi-même, une introspection, de te couper aussi de tous les surstimuli qu'il y a aujourd'hui dans cette société. Les stimuli qu'on a dans les réseaux sociaux, à la télé, dehors, tous les bruits de voitures, les bruits de travaux. Enfin, aujourd'hui, c'est trop, tu vois? Le système nerveux, il est mis à mal, mais tout le temps. Et la société, elle a trop vite évolué, en fait, par rapport à notre système nerveux. Notre système nerveux, il est pas encore prêt à être bombardé de rayonnements électromagnétiques,
de pollution, de luminosité artificielle, de produits chimiques, de pollution sonore, de pollution atmosphérique. Tout ça, c'est extrêmement stressant pour le système nerveux et pour moi, c'est essentiel de temps en temps, enfin, je dirais même tous les jours et ça, c'est un truc que je fais tous les jours, ne serait-ce que 10 minutes, 5-10 minutes, de fermer les yeux, tu te mets dans ta bulle, tu mets une petite musique douce et juste tu fais rien. Parce que la méditation, il y a rien à faire. Ouais, C'est dur à comprendre pour l'être humain parce que aujourd'hui, on est dans ce truc d'utilitarisme. Il faut méditer pour atteindre un certain état. Je vais faire telle chose pour que ça m'apporte telle chose, tu vois. Alors que la méditation, c'est je médite, mais il y a rien à attendre. Juste, je suis là, je suis avec moi-même, et puis tu médites comme tu en as envie. Tu peux te porter ton attention sur ta respiration, sur une sensation particulière, sur une image dans ta tête, sur une musique, peu importe. Mais juste de couper, en fait, de rentrer en toi-même, de mettre un petit peu ce silence, d'écouter un petit peu le silence qui est en toi et d'écouter tes pensées, de voir tes pensées, mais en arrière-plan, tu vois, de prendre du recul par rapport à tout. Et ça permet une profonde régénération du système nerveux, donc d'un meilleur système immunitaire, parce qu'on est toujours en stress chronique aujourd'hui. Le corps est tout le temps bombardé d'informations. Et donc forcément, au moment où tu te mets en repos dans ta bulle en méditation, bah forcément le système nerveux parasympathique, qui est le mode fuite-attaque, qui est le mode d'alerte du corps, va exact. se calmer. Le cortex préfrontal, qui lui, il va se calmer aussi. Et du coup, en fait, tu vas rentrer dans cette bulle, tu vois, dans ce calme, et ton système nerveux, il va pouvoir se régénérer. Et un système nerveux qui est équilibré, qui est stable, qui est en homéostasie, et bah, du coup, tu as un système immunitaire qui est plus fort, tu as plus de production de globules rouges, de globules blancs, de lymphocytes T, enfin voilà, tout ce qui va te permettre d'être en santé et de garder l'équilibre. En fait, ça, c'est super ce que tu as dit parce que c'est vrai que même ce qu'on a vu avec justement la spiritualité un petit peu avant, c'est vrai que la méditation ou même quelque chose qui peut se rapporter un petit peu à la méditation rapidement, c'est un petit peu le yoga, on va dire slash yoga, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que Mmh. c'est des choses qui sont vues un petit peu par, un petit peu par le mec, un petit peu par le babos tout nu dans la forêt qui fait de la méditation et qui est spirituel, tu vois. Mais c'est vrai que en fait, quand tu t'approches un petit peu plus, quand tu rentres un petit peu plus dans le sujet, tu te rends compte qu'en fait, il y a énormément de preuves scientifiques aussi. Il y a énormément en fait de science dedans justement. Comme tu l'as dit, par exemple, la méditation, c'est beaucoup relié au cerveau justement, et c'est super Ouais. intéressant de voir que tous les sujets justement se relient et que en fait la méditation c'est super important pour tout ce que tu as dit. Ça offre plein de bienfaits, et il y a pas forcément, les gens pensent forcément, tu vois, directement au côté mental, au côté émotionnel de la méditation, mais comme tu l'as dit, que ce soit pour le cerveau, que ce soit pour le système nerveux, il y a vraiment un bien-être aussi également physique dans la méditation. Et comme tu l'as super bien introduit justement avec tous les perturbateurs endocriniens, justement, que ce soit la pollution, tout type de pollution, hein, qu'elle soit sonore, tout type Mmh. de sensations au niveau de la pollution, des choses comme ça, que ce soit le toucher, que ce soit l'écoute, que ce soit même tout ce qu'on respire, c'est vraiment affreux. Et la méditation, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que tu peux enfin prendre quelques minutes pour essayer d'écouter, essayer de ressentir autre chose. Parce que franchement, je t'avoue, dans mon entourage, j'ai peu de personnes, qui vraiment se concentrent sur leur respiration. Moi, personnellement, j'ai personne qui s'intéresse à sa respiration, tu vois? Je Mmh. pense être le seul vraiment à essayer de faire un minimum d'exercices de respiration, surtout que ça dure vraiment pas longtemps. Moi, je t'avoue, je fais un exercice de respiration tous les jours, évidemment, j'essaye de faire, le plus de jours possible, mais ça doit me prendre 10 minutes. Pareil pour ce que tu as dit au niveau de la méditation. Le but, c'est pas de se transformer en Dalai Lama et de méditer pendant 4 heures d'affilée et de se Mmh. transcender l'esprit et de partir dans un autre univers, tu vois? C'est absolument pas ça qu'on dit. Mais c'est vrai que juste de prendre 5 ou 10 minutes, bah, ça augmente vraiment beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la concentration, que ce soit la réduction du stress, que ce soit même justement, en fait, la pratique un petit peu de l'instant présent, tu vois? De se concentrer vraiment sur les choses qui se passent actuellement, pour libérer vraiment toute cette tout ce stress, en fait, que tu as accumulé autour de la journée. Je pense que c'est vraiment super important, même au niveau de l'élévation de la conscience, des choses comme ça.
C'est pour le coup la méditation, moi par exemple, tu vois, j'en fais de temps en temps, ça m'aide mais énormément quoi la méditation et puis surtout, pour mon sommeil, c'est super pour le sommeil. Moi je t'avoue, il y a même des Ouais. fois des soirs où par exemple, t'es pas forcément tu sais, tu pas ce déclic au moment où tu bailles et tu sais que tu vas fermer les yeux, tu vas t'endormir direct, bah, tu l'as pas tout de suite et en faisant juste, 20 minutes de méditation, bah, tu l'as tu ouvres les yeux de ta méditation, mais tu stone, tu envie de te coucher, mais direct quoi, vraiment Ouais. tu mort, t'es mort. Alors que pourtant, t'as pas fait en soi, t'as l'impression de pas avoir fait une activité, compliquée, on va dire, tu vois? Je veux dire, Mmh. tu t'es concentré pendant 20 minutes sur, ta respiration, une musique, quelque chose auquel tu penses, n'importe quoi, tu vois? Ça dure pas très, très longtemps, mais t'es vraiment mais complètement mais lessivé quoi par ça. Donc franchement, c'est intéressant, je suis d'accord, la méditation sur ce point-là, que ce soit vraiment d'un point de vue mental, mais aussi d'un point de vue physique. La méditation, personnellement, moi vraiment, avec les étirements, je le recommande, mais quasiment tout le temps à tout le monde, tu vois. Je pense que c'est deux choses vraiment ultra importantes à faire dans sa vie. C'est complètement. Mais c'est fondamental, surtout aujourd'hui, tu vois, avec tous les stimuli et comme tu le dis, il y a personne qui va prendre soin de sa respiration ou méditer et pourquoi? Parce que les gens, ils ont peur de se retrouver avec rien. Parce que de suite, les gens s'ennuient et du coup, tu as des émotions qu'ils essayent de garder sous le tapis, qui sont en train de remonter. Des espèces d'angoisse, tu vois? Quand tu es tout seul dans le silence, bah, c'est angoissant. Donc les gens, ils veulent pas aller chercher, enfin déterrer la merde qu'ils ont, en eux, tu vois? Enfin, Hmm. quand je dis la merde qu'il y a en eux, c'est toutes nos blessures, nos souffrances, notre part d'ombre, notre côté obscur et cetera pour aller chercher et la méditation, le mot méditation, ça veut dire devenir familier, se familiariser et la méditation, c'est simplement se familiariser avec nos pensées, avec ce qu'il y a en nous, nos émotions, comment on se sent, quelles sont les pensées récurrentes qui passent dans mon quotidien et les gens, en fait, ne prennent pas le temps parce que, bah, tu enlèves, le téléphone à quelqu'un pendant 5 minutes, il commence à trembler, il faut qu'il regarde vite Instagram pour, tu vois, Ouais, pour aller, oublier, en fait. ouais, je vois ce que Donc tu veux dire. c et puis la méditation, il y a pas besoin ça encore, il y a plein de croyances, dès que tu dis méditation, les gens ils disent: «Ah non, c'est pas pour moi», alors qu'en fait, tu peux méditer en faisant la vaisselle, tu peux méditer en marchant dans la rue. Tu peux méditer, à n'importe quel moment. Tu vois, même là, par exemple, on peut faire une expérience de quelques secondes. Les personnes qui nous écoutent et même toi, même moi, juste là de prendre un temps et juste de se concentrer sur le corps et d'essayer de ressentir cette espèce de vitalité qu'il y a en nous. Je sais pas si tu je sais pas comment mettre de mots, mais, est-ce que vous arrivez là à ressentir vos pulsions qu'il y a dans votre corps? Le cœur qui bat, cette espèce de petit picotement léger qu'il y a dans les mains, au bout des doigts, dans les pieds, dans les jambes? Et d'essayer vraiment de mettre toute son attention dans le corps et de ressentir intensément le corps, d'être pleinement dans le corps. De Ouais. prendre vraiment quelques instants et de ressentir cette espèce de vitalité, ces petites pulsations qu'il y a un peu partout, tu vois? Ouais, ouais, franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que les gens aussi, comme tu l'as bien dit, en fait, il y a en fait, il y a ce besoin constant et j'en avais discuté un petit peu avec le druide moderne justement, dans l'ancien podcast. C'est en fait, il y a Mmh. ce besoin constant de en fait, c'est un peu cette faim en fait, tu vois, constante de vouloir toujours, avoir toujours plus d'Instagram, avoir toujours plus de pornographie, avoir toujours plus de bouffe, avoir toujours avoir toujours plus en fait, toujours plus en fait. Il y a vraiment ce besoin en fait de toujours nourrir quelque chose, nourrir un vide en fait que finalement on n'a pas forcément besoin, tu vois. Et comme tu le dis, Mmh. en fait, les gens ont peur de la méditation pour ce côté ennuyeux. D'ailleurs, tu m'as fait beaucoup rire parce que tu m'as dit justement les gens qui disent oh c'est pas pour moi, mais ça le nombre de fois que tu entends ça, mais même pas pour la méditation, que ce soit genre pour bien manger, que ce soit pour faire du sport, le nombre de gens qui disent ça à chaque fois. En fait, je pense que c'est un petit peu, frustrant pour des gens comme nous et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on crée des comptes Instagram, des choses comme ça pour, montrer aux gens. Parce que c'est vrai que les gens, je pense, en fait, ils aiment pas qu'on leur dise, tu sais? Je pense qu'ils aiment pas qu'on leur rabâche tout le temps la même chose. Je pense que, on aimerait justement leur montrer un petit peu ce comme tu l'as bien fait justement, comme tu as un petit peu introduit un exercice de méditation et de spiritualité, il y a quelques minutes. C'est vrai que essayer juste de montrer aux gens à quel point on se sent bien
de notre côté justement. Alors Mmh. on n'est pas justement des Jésus, on n'est pas des Superman, tu vois? Évidemment, on a tous nos défauts bien sûr. Il y a plein de merdes qu'on fait, plein de choses comme ça, tu vois? On a aussi une vie, hein, naturellement, hein. Moi, tu vois, il y a des fois Mmh. où je il y a des fois où je me couche à 21 h et je me lève à 6 h, c'est très bien, mais il y a des fois où voilà, je vais aussi me coucher à 22 h, je vais aussi me coucher à 23 h, ça arrive. L'important, c'est que ça arrive le Ouais. moins possible et je pense que c'est important de montrer aux gens surtout, parce que de toute façon, leur rabâcher tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça sert un petit peu à rien, mais leur montrer, je pense que c'est vraiment super important. Essayer de leur faire ressentir à quel point on se sent bien, c'est vraiment cool, je pense. C'est exactement ça. De toute façon, les gens, ils savent que coca, c'est pas bien, que fumer, c'est pas bien, que l'alcool, c'est pas bien, que d'être sur son écran avant d'aller se coucher, c'est pas bien. Tout ça, on le sait, tu vois. Les gens, ils le savent. On n'a pas besoin de. Enfin, là, des fois, j'ai beau faire la morale à ma mère ou quoi, dire attention, ça, c'est pas bon, elle le sait. Mmh mh. Non, ouais, mais je sais. Le seul truc qu'on peut faire, nous, c'est d'incarner ce qu'on dit, en fait. C'est ne dis pas aux gens, mais juste fais. Et après, tu le vois, et moi je le vois avec ma communauté sur les réseaux. T'as des gens qui commencent des fois, des abonnés qui m'envoient des messages, qui m'envoient des photos de leur repas, qui s'inspirent de ce que je fais en disant waouh, c'est trop bien, c'est trop cool et tout, je me sens trop bien. Et je leur ai pas. Alors, c'est vrai que des fois je fais un peu la morale, je pousse des coups de gueule parce que ça m'énerve. Mais en fait, c'est juste montrer l'exemple. C'est la seule chose qu'on a à faire, c'est de montrer l'exemple de juste. Toi, tu fais ta vie, tu vois, tu fais ce que t'aimes, tout ça, tu le partages. Et puis, tu laisses faire les choses. Tu laisses les graines se planter dans le cerveau des personnes. Parce que de C'est dire: «Oui, il faut faire ça, ça c'est de la merde, machin, ceci», ouais, c'est bon, on le sait, hein. Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Ben en fait, c'est exactement ce que tu as dit, c'est, en fait, faire l'effet inverse de tout ce qu'a fait justement, bah, toutes ces mauvaises choses du style un petit peu, la pornographie, que ce soit le coca, que ce soit les réseaux sociaux, les choses comme ça. Essayer justement de replanter un petit peu toutes les petites graines de entre guillemets «de notre côté», tu vois? Pour montrer aux gens que, bah, faire l'inverse, c'est aussi possible et les gens se Mmh. sentiront aussi vraiment aussi autant bien en fait et franchement, c'est super cool, tu vois? De voir par exemple que toi tu as des abonnés qui t'envoient des choses, hem, de voir que justement il y a des gens qui prennent le temps, même si par exemple, tu vois, je vois des mecs justement qui s'entretiennent, tu vois, sur des comptes Instagram, des mecs qui s'entretiennent super bien, mais à 100. Vraiment, ils ont une vie, mais ils méditent à fond, ils mangent à fond, ils font de la muscu à fond. Mais en fait, ce qu'on essaye de, je pense, ce qu'on essaye un petit peu de montrer aux gens aussi, c'est pas forcément de ressembler, comme je disais, à Jésus ou Superman, tu vois? Le but, c'est d'essayer d'incorporer petit à petit le reste, tu vois? Par exemple, moi, j'arrive à faire des méditations de 30-40 minutes, mais si quelqu'un à un moment donné vient et me dit: «Bon Marius, j'ai envie de me mettre à la méditation», bien sûr que je vais pas lui balancer 30 minutes de méditation dans la tête, tu vois? Si déjà il arrive à se Bien sûr. concentrer sur, ne serait-ce, je ne sais pas, un caillou ou un éléphant, dans sa tête, juste pendant 2 à 5 minutes, c'est déjà super, tu vois? Franchement, Mmh. il y a pas plus de je pense qu'il y a pas plus, besoin que ça, en fait. C'est que les gens, justement, tu vois, commencent un petit peu à, bah, se prendre en main, justement, se faire du bien de ce côté-là, je pense aussi. Bah, en fait, ça rejoint le 4e accord Toltec, c'est de faire de son mieux, en fait. Ouais, Et faire de son mieux, bah, ça sera jamais la même chose d'un jour à l'autre. Tu pourras faire ton mieux, en fait, ton mieux aujourd'hui, il est peut-être moins bien qu'hier, mais c'est le mieux que tu as pu faire aujourd'hui avec ce que tu avais, avec les ressources, avec tes capacités. Et tu soulèves un autre point aussi qui est très intéressant, et ça, je crois que c'est aussi un gros fléau avec les réseaux sociaux, c'est ce truc de se comparer sur les réseaux. Tu vois? Tu tombes sur un compte Instagram d'un mec qui a les abdos, qui est ultra musclé, qui mange clean, qui fait sa méditation, qui a sa routine matinale. Bah, souvent les personnes vont commencer à se comparer à cette personne et à créer de la culpabilité en eux et de la frustration en se disant: «Je devrais faire ceci, je devrais faire cela et je me sens pas bien», tu vois? Et aujourd'hui, il y a vraiment un gros problème de comparaison, et même moi, des fois, ça m'arrive de commencer à me culpabiliser, à me sentir pas bien, tu vois? Et de dire: «Hop, hop, 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 ça c'est sa vie à lui, c'est sa manière de vivre sa vie, c'est pas la tienne», tu vois? Il y a ce truc de comparaison qui est vraiment un fléau qui détruit l'estime de soi, qui crée de la frustration, de la culpabilité en nous, et c'est important aussi de, se reconnecter à ses valeurs, en fait, je tu suis vois? complètement d'accord avec toi parce que c'est vrai que, comment je pourrais dire ça? En fait, des fois, certaines personnes
qui justement, bah, montrent leur vie, quasi parfaite en fait, sur Instagram, mais en même temps, ils montrent vraiment que ce qu'ils ont envie de montrer, hein, parce que même ces Mmh. personnes-là, tu vois, bah, eux aussi des fois, sur leur semaine, il y a un jour où ils vont se coucher à 23 heures parce qu'ils ont besoin de bosser, parce qu'ils ont besoin de faire plus de réels sur Instagram, plus de machin et cetera et tout, tu vois? Donc il y a ça aussi. Mais c'est vrai que notre but, c'est quand même pas d'être contre-productif pour, les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent. C'est justement, de leur amener en fait, mais je pense qu'en fait, de toute façon, c'est ce qu'on disait un petit peu sur la spiritualité. Je pense que de toute façon, tant que tu es sincère dans ton discours et que tu montres par bienveillance et un petit peu par amour vraiment ce que tu fais, l forcément, je pense que ton compte marche. Les gens vont marcher avec toi, tu vois? Il y a vraiment ce côté bienveillance et ce côté pureté et surtout ce côté, vérité, en fait, sur le compte. Je pense que toi, par Mmh. exemple, c'est pour ça, je pense que ton compte a bien marché, par exemple. C'est vraiment parce qu'il y a ce côté, je pense, pureté et que voilà, je vous montre juste ce que je fais, quoi. C'est juste ça, par kiff, Ouais. pour vous montrer un petit peu, ce que moi j'aime faire et ce que je pense qu'il faudrait faire et ça marche naturellement parce qu'en fait, tu fais Mmh. quelque chose que tu aimes, avec, le compte, Le Circadien, c'est quelque chose que tu aimes et c'est quelque chose que tu fais régulièrement et je pense que, je sais pas toi, mais je pense que ton compte Instagram, c'est quelque chose où tu pourrais passer, du temps dessus. Tu pourrais passer plusieurs heures sur ton compte Instagram, j'imagine. Je veux dire à créer du contenu pour les gens, à vouloir, justement, un petit peu alimenter ton compte, j'imagine? Ouais, je passe pas mal de temps, beaucoup en story. Je montre un petit peu mon style de vie, ce que je fais et cetera et je montre aussi quand je me fais un petit plaisir au niveau de l'alimentation. Mmh. Je montre aussi, par exemple, quand je suis malade. Tu vois, je suis tombé malade il y a quoi? Il y a à peu près 2 semaines et bah, je l'ai dit aux gens, en fait. J'ai une bague Oura qui permet de traquer mon sommeil et souvent je mets les données, en fait, pour leur montrer, et moi je parle beaucoup du sommeil, l'importance du sommeil et je D'accord. montre concrètement avec les données aussi, leur montrer que, bah, je suis cohérent avec ce que je dis. Ils voient qu'à 22 heures je suis au lit, que je suis debout à 7 heures, enfin, que je suis régulier dans mon sommeil, que j'ai un sommeil de qualité, mais je montre aussi quand je suis malade. L'autre fois, j'ai mis les données où, bah, j'ai vu qu'il y avait de la fièvre, que j'avais mal dormi et cetera. Je peux dire aussi quand je fais un écart et cetera, mais ouais, je suis transparent et puis, faut pas se leurrer, enfin, on a tous nos bas, on a tous nos défauts, on a tous nos petites compulsions, tu vois? Et donc sur Instagram, on voit que un côté, qu'une facette de la pièce et on voit pas tout le négatif derrière. Bien sûr. Même moi, tu vois, je vais pas tout mettre. Je vais des fois, quand je suis dans un mood de merde, bah, je poste un petit peu moins de story et je vais pas dire aux gens: «Ouais, je suis dans un mood de merde». Mais moi aussi, des fois, je suis pas dans un bon mood. Il y a des fois, j'ai pas envie, des fois, je suis pas motivé, il y a des fois, j'ai la flemme, des fois, je me sens pas bien, j'ai pas des bonnes émotions, des fois, je suis frustré, des fois, je vais scroller sur Instagram et puis je vais me comparer à d'autres personnes et puis je vais me dénigrer. Je suis un être humain, tu vois? Mais j'essaie vraiment de garder cette congruence et il y a un autre truc aussi qui est très important, c'est que pour pouvoir être transparent avec les autres, il faut être transparent avec soi-même et ça implique et ça, j'en parle beaucoup, c'est important, c'est les valeurs. De connaître ses valeurs. Parce que si tu connais pas tes valeurs et que tu regardes les réseaux sociaux, que tu vois un mec qui fait de la méditation, qui mange bien, qui est ultra musclé, qui a un beau physique, mais que toi, ta valeur numéro une que tu ne connais pas, c'est par exemple t'occuper de ta femme et de tes enfants, ta valeur numéro une c'est ta famille, et bah à chaque fois que tu vas aller sur les réseaux, que tu vas regarder des comptes et que tu vas dire il faut que j'ai des abdos, il faut que je sois musclé, et que tu vas te forcer à faire du sport ou à bien manger, etc., à mettre ça en priorité, alors que toi, ta valeur numéro une c'est la famille, tu vas te sentir malheureux, tu vas te sentir, il va y avoir quelque chose qui va pas être aligné avec toi, tu vois? Par exemple, une personne, moi, tu vois, j'ai commencé un petit peu à travailler sur ça parce que je me comparais beaucoup de: «Putain, il faut que je sois, antifragile, il faut que je sois super musclé, résistant au froid» et cetera et en fait, ma valeur enfin, le truc le plus important pour moi, ça reste quand même la santé, bien manger et cetera. Mais celle qui est juste après, pour moi, c'est dessiner, c'est l'art, tu vois? OK. Et dessiner, faire de l'art, c'est passer 3 heures à pas bouger le cul sur une chaise, en position assise avec la nuque, qui est baissée, donc c'est pas très bon pour la nuque. Les yeux rivés sur un écran ou sur un dessin, donc pour la vue, c'est pas très bon, et pas bouger et enfin, tu vois, c'est en désaccord avec ma valeur numéro une.
Et ça sert à rien que j'aille me flageller la gueule en me disant: «Ah, il faut que je sois en mouvement, il faut que je fasse du sport et cetera», alors qu'en fait, moi, mon kiff depuis gamin, c'est le dessin, tu vois? Ouais. Ouais, Donc ouais. c'est pour ça que connaître ses valeurs, savoir ce qui est important pour toi et pas comparer et pas en fait prendre les valeurs des autres et vouloir les incorporer dans sa vie en mettant la personne, nos mentors ou ceux qu'on regarde sur les réseaux sur un piédestal. Parce qu'à partir du moment où tu mets, les personnes que tu suis sur un piédestal, tu dis: «Putain, elle est parfaite, il faut que je sois comme ci, comme ça», toi tu vas te dénigrer et à partir de ce moment-là, il y a un décalage et en fait, tu es fondamentalement malheureux, tu t'es voué à souffrir. Et par Ouais. contre, si demain tu respectes, tu dis: «OK, moi en fait mon kiff, c'est ma famille, c'est prendre soin de mes enfants et le sport, le truc, les abdos, tout ça, bah, en fait, c'est pas pour moi», tu vois? C'est pas mon truc. Peut-être que ça m'intéresse de temps en temps, je veux me faire une petite séance de sport ou quoi, mais c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est ma famille. Moi, mon truc, c'est, heu, les arts, faire du dessin. Moi, mon truc, c'est du piano, c'est, passer du temps avec des animaux et arrêter de se comparer constamment. Ouais, Et ça ça je passe par apprendre à se connaître. Hiérarchiser ses valeurs, prendre un bout de papier et dire: «C'est quoi le plus important dans ma vie? Qu'est-ce que ma vie démontre? Si quelqu'un rentre chez moi, qu'est-ce qu'elle va remarquer?» Moi, tu rentres chez moi, bon, aujourd'hui, j'ai plus d'appartement, j'ai un peu tout quitté pour voyager et cetera. Tu rentres chez moi, il y avait une grosse bibliothèque de livres de développement personnel, de spiritualité et d'alimentation. Tu avais ma cuisine qui était, équipée de de bocaux, de cuiseurs vapeur et cetera. Tu vois de suite que ma valeur, c'est la spiritualité, la santé et cetera, la cuisine. Après j'avais, pas mal de dessins qui étaient accrochés au mur. Tu vois de suite la valeur des gens quand tu rentres dans leur vie, tu vois? Donc c'est important de se poser la question: «Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que ma vie démontre? Qu'est-ce que mes actions démontrent? À quoi je pense le plus? À quoi je dédie le plus de temps dans mes journées?» Et à partir du moment où tu poses ça sur papier, que tu commences à prendre conscience de tes valeurs, de ce qui est important pour toi et que tu te détaches des valeurs des autres, d'arrêter de prendre les valeurs des autres pour les implémenter dans ta vie, là tu vas devenir aligné, congruent et beaucoup plus heureux aussi. Ouais, ça je suis complètement d'accord avec toi et encore une fois justement on en revient encore à cette idée de pureté en fait à chaque fois et en fait je Mmh. pense que c'est ça. Je pense que quand tu t'alignes de toute façon à tes valeurs et que vraiment tu regardes un petit peu, vraiment toi qu'est-ce qui te plaît précisément? Parce que encore une fois c'est comme tu l'as très bien dit, on est toujours dans cette idée de comparaison tout le temps. De toute façon, moi tu vois Et de ouais. base avant d'être à Tahiti, j'étais à Paris. Donc à Paris, c'est vraiment, l'Empire contre-attaque. Il y avait des clones, mais de partout, quoi, tu vois? C'était tu les filles avaient les mêmes chaussures, les garçons avaient les mêmes Et ouais, t-shirts et les mêmes coupes de cheveux, tu vois? C'était vraiment c'était vraiment le conformisme. c'était l'attaque des clones, mais vraiment d'une for en fait, c'est ça, tu l'as très bien dit, c'est vraiment et c'est vraiment hilarant parce qu'en fait, tout le monde veut être unique, tout le monde veut être au-dessus des autres et tout, mais finalement tu retrouves en fait cette idée de conformisme en fait, cette idée de tout le monde se ressemble à tout le monde en fait, alors que tout le monde a envie de s'élever à tout le monde en fait. C'est vraiment Mmh. c'est assez drôle ça. Donc et d'ailleurs en plus, je me souviens d'une étude qui était extrêmement drôle. C'était, on a demandé en fait aux Français s'ils étaient vraiment heureux et en fait, ils disaient, les Français disaient que 82 je crois, disaient que oui, ils se sentaient plutôt heureux et ensuite on leur demandait: «Est-ce que, vous pensez qu'autour, les gens sont malheureux?» Et en fait 82 des Français pensaient que 82 des Français étaient malheureux, en fait. Donc c'est assez paradoxal, en fait, de se dire que les gens se pensent dans un en fait, les gens sont dans un total délire de se dire qu'ils sont dans un chaos, autour d'eux, en fait. Donc c'est assez drôle, en fait, ce que les gens, en fait, finalement, sont en totale incohérence avec, ce qu'ils veulent représenter, finalement, avec ce qu'ils pensent, en fait. Ouais, ou peut-être même qu'ils se mentent à eux-mêmes et finalement ils se connaissent pas. C'est ça, On pense qu'on est heureux, mais en fait on l'est pas. c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça, c'est il y a pas cette, en fait, il y a cette notion de plaisir, tu vois? D'être, d'être, on va dire, d'être heureux pendant quelques instants et cetera et tout, mais il y a pas cette notion de bonheur, tu vois? De bonheur vraiment pur, de bonheur vraiment posé, tu vois? De se dire: «Voilà, moi j'aime ça et c'est ça que je veux». Comme tu l'as très bien dit, tu vois? Essayer de se rattacher à des choses, pas forcément simple en fait, mais juste à des choses, voilà, qui te correspondent, en fait. Je pense que c'est ça le plus Ouais, important. c'est fondamental. Ouais, franchement. Mmh.
Bon, du coup, Dylan, on va passer, au troisième point, qui est un petit peu, Yes. l'alimentation. Alors toi, au niveau de l'alimentation, en fait, on va peut-être pas forcément rentrer dans, on va dire, dans de la performance d'alimentation, mais toi, qu'est-ce que tu penses, en fait, qui pourrait plutôt, améliorer l'alimentation de chacun? Qu'est-ce que tu penses que des personnes pourraient incorporer, je pense, comme petit aliment par-ci par-là? Je pense que je trouvais ça un petit peu plus intéressant d'aborder le l'alimentation sur cet aspect-là, parce que c'est vrai que les gens qui nous suivent, bah, voilà, ils savent qu'il faut manger, ils savent qu'il faut manger équilibré, ils savent qu'il faut manger ça, 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 ça. Enfin, tu vois, genre, le plat, les gens qui nous suivent en général pensent au plat typique du poulet, brocoli, riz, tu vois, genre vraiment, je pense que c'est ça. Mais Mmh. je pense pas qu'ils ont cette idée. Je pense que on est tous un petit peu tombés là-dedans. Je sais pas si toi t'es tombé là-dedans, mais c'est vrai que moi, j'ai eu à un moment donné ce petit piège de rentrer dans cette homogénéité en fait de nutrition en fait, de toujours manger exactement la même chose et finalement des choses pas si bonnes que ça en fait, parce que comme je le dis toujours, c'est pas vraiment ce que vous mangez le problème, c'est d'où viennent les aliments que vous mangez en fait, parce que c'est très bien de vouloir manger que de la viande, de vouloir manger que de l'herbe, mais après d'où vient votre viande, d'où vient votre herbe, ça c'est une autre histoire. Donc Mmh. il y a un petit peu cet aspect-là. Donc voilà, c'était pour savoir un petit peu toi, est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses un petit peu comme aliment, on va dire, atypique que les gens penseraient pas forcément, que tu penses que ce serait cool d'incorporer dans sa routine, on va dire, alimentaire ou non? En fait, j'en ai pas. Le Ah seul OK. conseil que je peux donner, c'est OK. le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est de dire: «OK, où est-ce que tu habites? Tu habites Mmh. où? OK. On est en quelle saison?» Donc là, en ce moment, là, je suis en région parisienne, Mmh. chez mon grand-père. On est au mois de septembre, donc c'est l'automne. OK et bah, tu bouffes, ce qu'il y a autour de toi. De saison, local, bio, point Ça, barre. je suis 100 d'accord avec Va p toi. va pas chercher, le l'avocat du Pérou, la spiruline de je sais pas quoi, le maca, machin. Bien sûr, c'est des trucs que je consomme, tu vois? Je consomme du cacao en poudre, des fois je vais me faire un avocat ou quoi, mais la base, c'est tu manges de saison, ce qui est autour de chez toi et ce qui est local, quoi. Hier, tu vois, je suis allé me promener dans la forêt là, autour de chez mon grand-père, il y a des forêts. Mmh. Bah, qu'est-ce que j'ai cueilli? J'ai cueilli des noisettes, j'ai récolté du raisin, je suis allé dans la forêt, récolter des châtaignes et des cynorrhodons OK. et voilà et je vais faire ça, quoi. Alors après, je vais sur le marché, j'achète aussi, des pommes de terre, j'achète, des brocolis, des légumes de saison et tout ça, mais en fait, c'est tout simple. En fait, on a perdu la simplicité, tu vois? Avec tout, on nous a refourgué les supermarchés où tu peux bouffer des tomates, du 1er janvier au 31 décembre. Tu peux bouffer des trucs thaïlandais, des trucs, asiatiques, des trucs, enfin, tu vois? Ouais. Mais en fait, c'est revenir aux fondamentaux. Tapez sur internet, vous savez pas quoi manger, tapez sur internet, vous tapez, calendrier de saison, fruits et légumes de saison et tu regardes au mois de septembre, c'est la saison des pommes de terre, des navets, des carottes, des brocolis, des asperges, pas des asperges, des artichauts, hem, pommes, poires, figues, raisins et tu manges ça, en fait. Tu manges ce qui te fait de l'appétit. Peut-être que t'aimes pas les brocolis, bah, y a pas de souci, tu manges, le poireau, tu vois? Et tu te Ouais. fais des petits trucs comme ça. Après, moi, je suis plus dans une approche, on va dire, alimentation brute, dense au niveau nutritionnel, ce qu'on peut appeler aussi l'approche ancestrale. Je me suis intéressé aussi à cette approche. Enfin, j'aime pas après, je dis ancestrale, mais encore une fois, ça me met, des étiquettes, tu vois? Oui. Maintenant, je suis plus dans une approche, où en fait, je mange de tout. Je mange de la viande, je mange des abats. Je me suis rapproché beaucoup plus des graisses saturées de qualité, des graisses animales. Très important. Donc, c'est-à-dire les produits laitiers crus, très important, le beurre cru, la crème crue, les produits, le fromage cru, le lait Le cru, lait cru également. hem, Ouais. ouais, les foies de volaille, les rognons, les abats. Je me fais des steaks, de steak haché, en tartare, cru. Beaucoup d'œufs aussi à 2 pâtés de maison, j'ai un voisin qui vend des œufs de ses poules, ils sont le jaune est magnifique, le goût est délicieux, enfin voilà, tu sais d'où ça vient, donc il y a de la qualité. Oui, le jaune d'œuf, il est pas jaune, Comment il est orange. Ça, je vois très bien le style, Voilà, c'est il est vraiment orange c'est pétant, tu vois? ouais, exactement, ouais. Heu, C'est pas une poule qui a voilà, pondu, c'est un dinosaure le truc, tu vois? Genre je vois exactement ce c'est que tu ça, veux ouais, dire, ouais. c'est ça.
L'eau, pareil, buvez de l'eau filtrée, achetez un filtre Berquet, une gourde Eco ou Ouais. de l'eau, dans les magasins bio, la Montcalm, la Roucou qui sont peu minéralisées, qui sont, faibles en résidus à sec. Parce que l'eau du robinet, c'est un poison qui contient, plus de 3 500 substances chimiques. Ouais. C'est quand même énorme. Pareil, faites attention, tu vois, utilisez en fait les méthodes ancestraux, méthodes ancestrales. Par exemple, en ce moment, mon petit déjeuner là, parce que j'aime bien, c'est réconfortant pour moi, c'est les porridge d'avoine et en fait, je prépare mon porridge la veille, donc c'est-à-dire que je mets des flocons d'avoine dans un bol, je mets plein d'épices, fenugrec, gingembre, curcuma, Mmh. quelques graines de cumin, des trucs comme ça, un petit peu de miel. Je mets de l'eau, je mélange tout et je laisse fermenter toute la nuit à température ambiante dehors. À côté de ça, je mets dans un verre une petite poignée d'amandes que je vais laisser tremper toute la nuit. De faire germiner, en fait, de faire fermenter, germiner les légumes qui contiennent du gluten ou même les oléagineux pour améliorer la digestibilité et du coup améliorer la biodisponibilité, donc mieux assimiler en fait ce que tu vas manger. Pareil, si vous mangez des légumineuses, les faire tremper 12 heures dans de l'eau, bien les faire cuire. Après, c'est plein de méthodes comme ça de cuisson, de faire tremper son riz, et cetera, pour améliorer la biodisponibilité. De manger, en fait, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie, dans les proportions qui sont bonnes pour vous et en fait, il faut prendre en compte plein de facteurs et c'est pour ça qu'en fait, je peux pas donner de trucs tout faits aux personnes qui nous écoutent parce que ça dépend de la saisonnalité, ça dépend d'où est-ce que tu habites, ça dépend de ton âge, ça dépend de ton activité physique, si tu es sédentaire ou actif. Ça dépend de ton tempérament, si tu es un nerveux, un bileux, un sanguin, un lymphatique. Ça dépend de ton psychisme, ça dépend de la puissance de ton feu digestif. Donc c'est tellement à individualiser. Il y a des personnes qui vont pouvoir faire, 3 gros repas dans la journée. Tu en as d'autres qui vont préférer faire 5 petits repas. Tu en as d'autres qui vont peut-être, manger un ou deux repas dans la journée et faire du jeûne. Tu en as qui vont mieux supporter, les produits laitiers ou la viande et d'autres qui vont pas digérer, moins bien assimiler par exemple les crudités ou les légumes. Donc c'est très compliqué et pour moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est écoutez-vous. Sortez des dogmes que vous voyez sur les réseaux parce qu'aujourd'hui sur Instagram, tu le gars qui va dire: «Non, mais l'homme, il est pas fait pour manger de la viande parce qu'en fait, il a le système digestif d'un gorille». L'autre qui va te dire: «L'homme, il est carnivore, il est chasseur et cueilleur, il est d'abord chasseur et d'abord cueilleur, donc il est fait pour, bouffer de la viande crue, arracher la viande, la chair et machin». L'autre qui te dit: Ouais, mais non, l'homme il est fait pour bouffer, que du riz et des algues et point barre. L'autre, il te dit: «Oui, non, mais l'homme, en fait, il est fait que pour manger du cru et pour manger des fruits». En fait, fuck, fuck. Moi, par exemple, j'aime bouffer, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, tu vois, dans l'approche ancestrale, on te dit: «Oui, faut pas manger de gluten, faut pas manger de céréales, tout ça, c'est pas bon» et cetera. Moi, j'adore bouffer des porridge. Mmh. On va te dire: «Ouais, non, mais la banane, c'est pas bon parce que» non, j'en ai rien à foutre, moi j'aime la banane, donc je vais bouffer de la banane, Ouais, ça, je suis tu vois? complètement d'accord avec toi. C'est vrai que, en fait, comme tu l'as dit, déjà, il y a cette notion de simplicité et puis surtout, comme toi, c'est un sujet que j'aborde énormément, c'est le sujet de la digestion et tu l'as super bien introduit. Le sujet de la digestion, je trouve que justement dans l'alimentation, c'est assez sous-coté en fait parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui vont te dire faut manger ça, 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 comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, tu vas manger plein de merde en fait que tu vas recracher par le tube digestif. J'ai pas besoin de vous faire des dessins hein, de toute façon. Je pense que tout le monde sait comment le corps recrache la nourriture à la fin. Mais en fait, finalement, c'est bien de manger, du poulet, de manger des brocolis, de manger, des porridge comme tu as dit, de manger, plein de choses comme ça. Mais c'est vrai que si tu t'intéresses pas justement à la notion de digestion, à la notion de, comment je pourrais dire ça? D'optimiser en fait ta digestion, en fait, tu vas manger genre, je sais pas, 100 des nutriments et en fait, si tu fais pas gaffe à ta digestion, aux choses comme ça et tout, ton corps va recracher, 70 60 de tous les Mmh, nutriments dont ton corps a besoin, en fait. Donc au final, tu auras eu un apport que complètement. de 30 que ce soit en tout, en fait. Donc c'est complètement idiot, en Ouais. fait, de faire ça et Et je pense que c'est ouais? très con si tu
Genre, tu mets tout ton pognon dans la meilleure qualité, possible en termes d'alimentation, tu vois? Tu vas chez le meilleur boucher, tu vas chez le meilleur primeur et cetera et qu'en fait, il y a tout qui part aux chiottes, bah, c'est une sacrée perte d'argent finalement, Ouais, franchement, je suis complètement aussi. d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'aussi, il y a la notion de simplicité que tu as super bien dite. C'est vrai que bah, moi qui est à Tahiti, je t'avoue que niveau simplicité, voilà. De toute façon, tu sais, ici, la vie est vraiment 2 fois plus chère qu'en France. Donc, Ouais, si tu veux vivre comme un Européen ici, bah vraiment, je t'assure que la viande que toi tu payes 25 € ici, elle est à 50, tu vois? Ou, la je sais vache. pas, n'importe quel produit en fait, qui est souvent d'Europe, en fait, tu le multiplies par 2. Même une voiture ou des Mmh. choses comme ça, tu multiplies tous les prix par 2 et tu as un peu ton idée. Donc, ici, c'est vraiment très, très cher. Mais comme tu le vois, en fait, ici, les gens, bah, ils vivent bon, après, je suis à Tahiti évidemment, donc je suis un cas vraiment très particulier. Mais c'est vrai que les gens vivent dans la simplicité et surtout ici, on a aussi des fruits de saison justement. Hem, Au niveau des avocats, au niveau des ananas, des choses comme ça, et ben, on donne pas toujours les La mêmes fruits, chance. on donne pas toujours les mêmes choses. Donc en fait, les gens ici, c'est assez drôle parce que souvent les Tahitiens, ils ont leur jardin avec différents types de plantes, différents types de fruits. Et en fait, justement, il y a 2 types de saisons ici, justement, la saison sèche et la saison des pluies. Donc la saison des pluies, il pleut énormément, il fait beaucoup plus chaud, et la saison sèche, justement, il y a que du soleil, mais justement, il fait beaucoup moins lourd parce qu'il y a pas beaucoup de pluie et cetera. Il c'est un temps beaucoup plus sec, donc il fait plus chaud avec le soleil, mais en soi, l'air est pas plus lourd. Et en fait, voilà, il y a ces différentes choses. Et c'est vrai que les Tahitiens, du coup, bah, quand c'est la saison sèche, bah, ils cueillent justement les fruits de ce moment-là. Et quand c'est la saison des pluies, bah, ils cueillent les fruits de ce moment-là. Et évidemment, dans l'ensemble, il fait toujours beau à Tahiti, donc tous tes arbres te donnent un minimum de fruits, mais c'est vrai qu'il y en a qui en donnent plus ou moins. Et même, tu vois, j'ai eu des gens qui sont venus quand même à Tahiti, qui sont venus en invité, etc. et tout. Et en fait, ils voyaient bah, les Tahitiens vivre un peu, même moi en fait, vivre un peu en mode ouga ouga, empiler des pierres et manger des ananas, tu vois. Mais c'est vrai que Mmh. ces gens-là qui arrivent ici et qui sont là, tu sais, en général, ils vont au McDo, ils utilisent un Max Amazon, ces choses comme ça. Et ben, dès qu'ils arrivent ici, ils disent bah ouais, bah, c'est comme ça qu'il faut vivre dans la simplicité, faut vivre comme ça, etc., etc., tu vois. Après, dès qu'ils rentrent en France, ils le font pas. C'est dommage, tu vois. C'est dommage d'arriver ici, d'avoir cette notion-là, ce déclic en fait, de se dire bah oui, c'est comme ça qu'il faut vivre. Et en fait, ils rentrent en France et ils font pas vraiment de changement. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Et cette notion de Bah, c'est simplicité, compliqué elle par rapport est. à l'environnement, je pense. C'est possible aussi, Parce ça que joue dès que tu es énormément. dans un environnement, tu sais, c'est beaucoup plus facile de vivre, au rythme de la nature et de manger local quand tu es en pleine campagne et que tu vois le changement des saisons, que tu ressens l'énergie de la saison, que quand tu es Exactement. en plein centre-ville de Paris, tu vois? Là, je suis en pleine campagne chez mon grand-père, bah, je peux te dire que j'ai vu le changement de l'été à l'automne, tu vois? Là, je ressens vraiment l'ambiance de l'automne, les feuilles qui tombent par terre, la fraîcheur, le vent, Hmm. le changement de la luminosité. L'ambiance qu'il y a quand je vais marcher en forêt, alors que si je serais en plein cœur de Paris ou de Marseille, ce que j'ai vécu aussi, quelques années à Marseille, j'aurais pas ce ressenti, tu vois, ce changement. Alors déjà que, bah, tu es coupé en fait de ce côté-là dès que tu es en ville, donc forcément que c'est difficile pour les personnes de mettre en place ces changements-là et que, bah, c'est beaucoup plus facile de tomber dans: «Je reste enfermé chez moi, je regarde Netflix à 23 heures, je suis sur les réseaux et Ouais. je suis complètement déconnecté», donc en même temps, c'est normal et puis, tu peux pas, l'environnement est bien trop puissant. Tu peux pas influencer l'environnement, c'est l'environnement qui t'influence. Bah, bien sûr. Donc si tu veux changer quelque chose, souvent si tu veux changer et que tu y arrives pas, il faut que tu changes l'environnement. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, en fait, je pense que les esprits des gens, tu sais, sont un petit peu intrinsèquement liés de toute façon au niveau des comportements. Tu le vois bien. T'as 10 personnes qui se mettent à courir, tu vas courir avec elles, tu vois. Genre, c'est vraiment un petit peu l'effet mouton, des choses comme ça. Puis il y a Exactement. aussi le fait, comme tu l'as très bien dit, c'est que toi aussi, t'es entouré d'arbres, tu vois les feuilles tomber, tu vois le changement de saison, tu vois énormément de choses comme ça. C'est vrai que quand t'es en ville, à part le froid qui arrive, hop, tu te mets ta petite laine, tu montes le chauffage. C'est vrai que à part des bâtiments, tu vois rien en fait. À part des bâtiments, à part des grandes rues, à part 25 000 voitures, à part Mmh. 50 000 publicités, tu vois rien en fait autour de toi. Franchement, dans une allée, ok, il y a 6 arbres côte à côte, mais tu vois beaucoup plus de voitures, tu vois beaucoup plus de publicités, de choses comme ça. Tu as vraiment cette déconnexion à la nature qui est un peu dommage, je trouve. Et de toute façon, je sais pas si tu vois, par exemple, le youtubeur Jigme. Je sais pas si tu vois du tout qui c'est. Je connais pas, non.
Et ben, lui, par exemple, justement, c'est un autre youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Avner, qui l'a beaucoup mis en lumière. Et Jigme, pour le coup, c'était juste un youtubeur, voilà, qui faisait des vidéos YouTube humoristiques, un peu comme on pourrait penser à la Cyprien, à la Squeezie, des choses comme ça. Et en fait, il a complètement arrêté YouTube. Il avait mis pas mal d'argent de côté, justement, grâce à YouTube. Et en fait, il est parti à la campagne. Et vraiment, il a un mode de vie, mais incroyable, quoi. Sans vraiment, comme on l'a Mmh. dit, sans vraiment ce côté-là de montrer cette vie parfaite d'Instagram, de choses comme ça et tout. Juste, voilà, Avner était venu chez lui et il lui a juste montré un petit peu son quotidien de façon pure, de façon simple, de lui dire voilà, moi c'est comme ça que je fais ci, je fais ça, et il lui montre deux trois petits trucs cool. Et en fait, tu le vois vivre à la campagne, tu le vois avoir son propre raisin, tu le vois avoir quelques vignes, tu le vois aller chercher sa propre viande, son propre miel, ces choses. Enfin, c'est Mmh. vraiment, c'est je pense que je suis d'accord avec toi, je pense que c'est ce qu'il disait, il avait fait vraiment une overdose de la ville, de YouTube, de de tous Ouais. ces comportements-là, et en fait juste partir à la campagne. Alors bien sûr, tous les gens qui là maintenant sont en ville et qui nous écoutent, peuvent pas forcément aller s'acheter une maison direct à la campagne et se dire: «Allez hop, on fait des travaux, hop, 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 on change tout, on va changer de boulot», de choses comme ça et tout. Bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que le changement d'environnement, je pense, ça joue un énorme coup dessus. Ça, c'est sûr à 100. Ouais. Mais après encore une fois, c'est de faire de son mieux, tu vois? Par exemple, si tu es en plein centre-ville, bah, tu peux toujours en fait vivre en fonction de la luminosité, tu vois? Tu peux toujours aller, regarder un maximum, du mieux que tu peux, le lever du soleil, le coucher de soleil, te coucher, plus tôt quand c'est l'hiver, réduire les écrans, manger local, aller dans les petits marchés et cetera quand tu le peux, tu vois? On peut toujours faire des petits changements, ça sert à rien de vouloir absolument tout changer dans sa vie, Ouais, mais de faire du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a dans le moment où on est, avec les finances qu'on a, par rapport à la ville où on habite et c'était tout ça en fait. Il y a que ça à faire et après petit à petit ça va se faire. Moi, tu vois, j'ai habité, pendant 6 ans à Marseille. Marseille, j'en ai eu ma claque, c'est une grosse ville, j'en avais marre, j'avais besoin de prendre du recul. mmh Je suis allé vivre pendant 3 ans à Nîmes, excentré du centre-ville et j'étais vraiment bien. J'habitais dans une impasse, dans une petite maison, j'avais ma terrasse, je faisais mes entraînements dehors et cetera. C'était vraiment incroyable et puis là, j'ai encore eu cet autre appel, fin mai où j'ai quitté mon appartement et mon job, mon emploi pour voyager en sac à dos et j'ai fait un petit peu d'autostop ces derniers temps, pas mal, en Italie, en Bretagne, un petit peu en France et cetera et là, en ce moment, actuellement, j'ai pas de maison. J'ai pas ma maison à moi. Là, j'ai un pied à terre chez mon grand-père. Après, je vais aller un petit peu chez ma mère et puis, je vais voir un petit peu comment ça se dégoupille. Mais, petit à petit, tu vois, j'ai envie de m'excentrer de cette société. Bien que je pourrais pas parce que, bah, enfin, on peut pas totalement, à moins d'aller vivre en tribu et cetera et Oui, c'est de ça. retourner vraiment à un niveau d'inconfort qui est, que je pense que la plupart des gens aujourd'hui, des occidentaux comme moi, on serait pas prêts à vivre. Mmh. Mais j'ai envie de sortir de ce système et puis je suis encore moi aussi, tu vois, je suis encore en construction, je me pose des questions sur qui je suis, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire, quels sont mes besoins et cetera et j'ai besoin en fait de chacun à son niveau, mais d'aller dans le changement, de tester des choses comme ça. Ouais. De toute façon, je pense que ça prend énormément de temps, en fait, de se trouver, de vouloir savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire. Je pense que c'est vraiment entre ça et entre guillemets, «trouver un petit peu tes valeurs», tes choses comme ça et tout, je pense que c'est les choses les 2 plus longues vraiment à trouver. Et je pense que quand tu cet équilibre après, tu vraiment tout réussi, je pense. Je pense que vraiment tu arrives à Ouais, trouver, une réelle, un réel équilibre dans ta vie. Bon, en tout cas, du c'est coup, ça. Dylan, c'est un peu la conclusion de ce podcast. Merci de nous avoir Ouais. écoutés. Ça fait 1h10, ça fait 1h10 qu'on discute, mais franchement, c'était super Ça passe vite intéressant. quand c'est passionnant. Bah ouais, exactement. Mais ouais, non, franchement, les sujets étaient super intéressants. De toute façon, j'ai été content de faire ça avec toi justement parce que je voyais que ton Instagram était assez atypique en fait. Justement, je sentais ce côté un peu, comment je pourrais dire ça? Un peu authentique en fait, justement dans ton compte, un peu, Ah bah, ça déconnecté fait des plaisir. autres, justement Ouais. de bah, en fait, évidemment, en général,
au niveau des gens que je choisis, c'est souvent je les prends pour de la qualité parce que je sais qu'ils font de la qualité, parce que je, je, je regarde un petit peu leur Instagram à l'avance, etc. et tout, normal. Mais, euh, mais le tien était assez atypique justement et je voulais tester de faire un podcast avec toi et franchement, j'ai pas été déçu. C'était vraiment intéressant les différents sujets. Donc merci franchement d'être venu, Dylan. C'était vraiment sympa. Bah, merci à toi, plaisir partagé. Moi, j'adore ce genre de discussion et bah, c'est pour ça aussi que moi je fais des podcasts et que toi, je suppose que tu te mets dans ça, c'est pour avoir ce genre de discussions qui sont vraiment enrichissantes, qui permet d'apprendre de l'autre. Bah, en fait, c'est ça et puis déjà, tu as une connexion avec les invités et puis surtout, c'est même que au lieu de répondre sur des formats assez courts, par exemple des posts, des stories, des choses comme ça, là, Hmm, tu peux ouais. prendre le temps de faire un petit exercice de respiration de 10 minutes, lancer ton enregistrement de podcast et puis, bah, débattre sur un sujet pendant 5 minutes ou 10 minutes avec quelqu'un et tu vois, ça fait du bien, quoi. C'est un format assez calme, assez libre où tu peux prendre ta respiration, tu peux avoir une réflexion un petit peu plus poussée sur les sujets, donc franchement, c'est intéressant et Bah, ouais, c'est vrai que c'est un format qui va aussi à l'encontre de ce qu'il y a aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, c'est des vidéos de 8 secondes sur TikTok, sur Instagram, il faut que c'est ça aille vite, il ça. faut que ça aille vite et merde, quoi, enfin, ça fait du bien de moi, je suis un grand consommateur de podcasts, des podcasts qui durent 2 heures et des fois, je les écoute pendant que je dessine, pendant que je fais la cuisine, pendant que je fais le ménage, heu et j'aime, tu vois, rentrer en profondeur dans des sujets, de rentrer dans l'intimité de la personne et connaître vraiment ses pensées, comment elle vit, comment elle pense, tu vois? Ouais. Non, non, franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, en tout cas, du coup, voilà, c'est la fin du podcast. Merci Dylan d'être venu. Et puis, bah, peace les gars, hein, salut, hein. Merci à toi. Bye tout le monde.